petite fille de 7 ans murmure une phrase avant que sa mère ferme les yeux pour toujours. Une promesse qui la guidera à travers l'abandon, l'orphelinat et même les nuits glaciales dans les rues de Paris. Mais qu'est-ce qui peut pousser une enfant à ne jamais abandonner malgré tout? Quelle force invisible la portait quand le monde entier lui tournait le dos? Si cette histoire vous touche, laissez un like pour que d'autres puissent la découvrir. Abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire qui réchauffe le cœur et activez la cloche pour être là dès la prochaine. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Le ciel de novembre pesait lourd sur Paris ce matin-là, gris comme le ciment des immeubles qui bordaient la rue étroite où vivait la petite Élise. À 7 ans, elle connaissait déjà le goût amer du silence. Celui qui s'installe dans un appartement trop petit quand les mots deviennent dangereux, quand les regards se détournent, quand l'amour lui-même semble hésiter à rester. Son père était parti 3 mois plus tôt, pas dans un grand éclat, pas dans une scène dramatique, non. Il était parti comme on éteint une lumière, sans prévenir, sans bruit, sans laisser d'adresse. Juste une porte qui s'était refermée un soir d'août et qui n'avait plus jamais rouvert. Élise se souvenait de la dernière fois qu'elle l'avait vu. Il était assis au bord du canapé défoncé, les coudes sur les genoux, le regard perdu quelque part entre le sol et l'horizon invisible de ses propres échecs. Elle s'était approchée de lui, timide, une peluche serrée contre sa poitrine. « Papa, tu veux jouer avec moi ?» Il avait tourné la tête vers elle et dans ses yeux, elle avait vu quelque chose qu'elle ne comprendrait que bien plus tard. La honte. Une honte si profonde qu'elle ne laissait plus de place pour l'amour. « Pas maintenant, ma puce », c'était tout. 2 mots, les derniers qu'il lui avait adressés. Maintenant, l'appartement semblait encore plus petit, encore plus sombre. Sa mère, Marguerite, s'efforçait de tenir debout, mais son corps la trahissait. Elle toussait de plus en plus, des quintes sèches qui résonnaient la nuit comme des cris étouffés. Le matin, elle cachait ses cernes sous du fond de teint trop clair, enfilait son uniforme de femme de ménage et partait travailler dans les bureaux du 15e arrondissement, là où des gens qu'elle ne connaîtrait jamais laissaient traîner des miettes de leur abondance. Élise la regardait partir chaque matin depuis la fenêtre. Elle posait sa petite main sur la vitre froide et murmurait toujours la même chose. « Reviens vite, maman. » Et Marguerite revenait, toujours, même épuisée, même malade. Parce que pour elle, abandonner n'était pas une option. Pas tant qu'elle avait encore un souffle. Mais le cancer ne négocie pas. Il avait commencé dans ses poumons, silencieux, invisible, comme une ombre qui grandit dans le noir. Quand les médecins l'avaient découvert, il était déjà trop tard. On lui avait donné 6 mois, peut-être 1 an si elle avait de la chance. Marguerite n'avait pas pleuré en apprenant la nouvelle. Elle avait simplement serré la main de sa fille un peu plus fort en sortant de l'hôpital. « Tout ira bien, ma chérie, tout ira bien. » Élise avait hoché la tête, même si elle ne savait pas vraiment ce que cela voulait dire. Elle sentait juste que quelque chose de lourd, de définitif, venait de s'installer entre elles. Les semaines suivantes furent étranges. Sa mère essayait de rester normale, de préparer des dîners, de l'aider à faire ses devoirs, de lui lire des histoires le soir. Mais Élise voyait bien que chaque geste lui coûtait un peu plus. Chaque sourire demandait un effort surhumain. Chaque « je t'aime » sonnait comme un adieu. Un soir de décembre, alors que la neige commençait à tomber doucement sur les toits de Paris, Marguerite s'assit au bord du lit de sa fille. Elle prit sa petite main dans la sienne, si froide, si fragile. « Élise, » murmura-t-elle, « je veux que tu te souviennes de quelque chose, d'accord ?» Élise leva ses grands yeux bruns vers elle. « Quoi, maman ?» Marguerite sourit. Un sourire doux, triste, mais lumineux. La lumière d'un cœur pur ne s'éteint jamais. Tu comprends? Même quand tout devient sombre, même quand tu as l'impression d'être seul, si tu gardes ton cœur pur, si tu restes toi-même, cette lumière continuera de briller, et elle guidera les autres, et elle te guidera toi aussi.
Élise ne comprenait pas tout, mais elle sentait que ces mots étaient importants. Elle hocha la tête, gravement, comme on fait une promesse. « Je vais essayer, maman. »« Mais non, ma chérie, ne dis pas que tu vas essayer, dis que tu le feras. » Élise déglutit. Une boule d'angoisse lui serrait la gorge. « Je le ferai, maman, je te le promets. » Marguerite l'embrassa sur le front, longuement, comme si elle voulait graver ce moment dans sa peau, dans son âme. 3 semaines plus tard, elle mourut, paisiblement, dans son sommeil. Mais Élise ne dormait pas. Elle était là, assise à côté d'elle, tenant sa main, regardant sa poitrine se soulever de moins en moins, jusqu'à ce qu'elle ne se soulève plus du tout. À 7 ans et demi, Élise était orpheline. Les services sociaux vinrent la chercher le lendemain. Une femme au regard fatigué mais bienveillant l'aida à rassembler ses affaires dans un sac en plastique. Quelques vêtements, une peluche, une photo de sa mère. « Tu vas aller dans un endroit où on prendra soin de toi, » lui dit la femme. « Il y aura d'autres enfants. Tu ne seras pas seule. » Mais Élise se sentait déjà seule, terriblement seule. Alors qu'elle quittait l'appartement pour la dernière fois, elle se retourna. Elle regarda le canapé défoncé, la petite cuisine aux murs jaunis, la fenêtre par laquelle elle avait regardé sa mère partir tant de fois. Et elle murmura pour elle-même, pour le silence, pour le fantôme de sa mère, la lumière d'un cœur pur ne s'éteint jamais. C'était tout ce qu'il lui restait. Une phrase, une promesse. Et elle s'y accrocha de toutes ses forces. Puis l'orphelinat Sainte-Thérèse se dressait à la périphérie de Paris, dans un quartier où les rêves venaient mourir lentement, étouffés par le béton et l'indifférence. C'était un bâtiment austère, aux murs gris délavés par le temps et les intempéries, avec de grandes fenêtres grillagées qui donnaient sur une cour asphaltée où ne poussait aucune fleur. Élise y arriva un après-midi de janvier, alors que le froid mordait les joues et que le ciel semblait avoir oublié l'existence du soleil. Elle serrait son sac en plastique contre elle, comme si ce petit paquet de souvenirs pouvait la protéger du vide qui l'entourait. Madame Roussel, la directrice, était une femme grande et sèche, au visage creusé par des années de labeur et de déception. Elle accueillit Élise avec un regard où se mêlaient la pitié et une certaine lassitude. « Chambre 14, 2e étage. Tu partageras avec 3 autres filles. Les repas sont à heure fixe. Pas de bruit après 21 heures. Compris ?» Élise hocha la tête muette. « Bien, suis-moi. » Les couloirs sentaient le désinfectant et la tristesse. Les murs étaient couverts de peintures écaillées et chaque porte se ressemblait anonyme, comme si les enfants qui vivaient là n'avaient pas le droit d'exister vraiment, juste le droit de survivre. La chambre 14 était petite, 4 lits superposés, 4 armoires métalliques, une fenêtre étroite qui donnait sur le mur d'en face. 3 filles étaient déjà là, assises sur leur lit, qui la dévisageaient avec une curiosité mêlée de méfiance. « Voilà ta nouvelle camarade », annonça Madame Roussel sans chaleur. « Élise, soyez gentille avec elle. » Puis elle partit, laissant la petite fille seule face à ses regards inconnus. Un silence pesant s'installa. Puis l'une des filles, une rousse d'une dizaine d'années au visage marqué par la colère, cracha « T'as intérêt à pas toucher à mes affaires, la nouvelle. » Élise ne répondit pas. Elle alla s'asseoir sur le lit qui lui avait été assigné, le lit du bas, près de la porte. Elle posa son sac à côté d'elle et fixa le mur. Les premiers jours furent les plus difficiles. Tout était réglementé, froid, mécanique. Lever à 7 heures, toilette rapide. Petit déjeuner en silence. École dans une aile du bâtiment où des instituteurs épuisés enseignaient à des enfants qui n'avaient plus envie d'apprendre. Déjeuner, études, dîner, coucher. Élise se fondait dans la routine comme on se noie doucement. Elle ne pleurait pas. Elle ne parlait presque pas. Elle se contentait d'exister, comme un fantôme. Mais quelque chose en elle refusait de s'éteindre.
Quelque chose de têtu, de lumineux qui résistait malgré tout. Un matin, alors qu'elle descendait à la cantine, elle vit un garçon plus petit qu'elle, peut-être 6 ans, assis seul dans un coin, les yeux rougis par les larmes. Il serrait un ours en peluche usé contre lui et tremblait. Élise hésita, puis elle s'approcha et s'assit à côté de lui. « Ça va » demanda-t-elle doucement. Le garçon la regarda, méfiant. « Laisse-moi tranquille. »« D'accord. Mais si tu veux parler, je suis là. » Elle ne bougea pas. Elle resta simplement à côté de lui, en silence. Au bout de quelques minutes, le garçon murmura « Je veux ma maman. » Élise sentit son cœur se serrer. Elle posa sa petite main sur celle du garçon. « Moi aussi, je voulais ma maman, mais elle est partie. Alors maintenant, je me dis que peut-être qu'elle me regarde de là-haut, et que je dois être forte pour elle. » Le garçon renifla. « Tu crois que les mamans nous regardent vraiment ? » « Oui, je le crois. C'était un mensonge, ou peut-être une vérité qu'elle s'inventait pour tenir debout. Elle ne savait plus très bien. » Mais le garçon sembla se calmer. Il essuya ses larmes et murmura un « merci » presque inaudible. Ce fut le premier, mais il y en eut d'autres. Élise devint, sans le vouloir, celle vers qui on venait quand on avait mal. Celle qui écoutait, celle qui consolait. Celle qui partageait son pain quand quelqu'un avait encore faim, celle qui racontait des histoires le soir, quand les cauchemars rôdaient. Les adultes ne remarquaient rien. Pour eux, elle était juste une enfant sage, discrète, qui ne posait pas de problème. Mais pour les autres enfants, elle devenait quelque chose de plus précieux, un repère, une lumière dans l'obscurité. Un soir, alors qu'elle était allongée dans son lit, fixant le plafond fissuré, la rousse qui l'avait accueillie avec hostilité s'assit au bord de sa couchette. « Pourquoi tu fais ça » demanda-t-elle brusquement. Élise se tourna vers elle. « Quoi ? Pourquoi tu es gentille avec tout le monde ? Ça sert à rien ici. Personne ne te remerciera. Personne ne te donnera rien en retour. » Élise réfléchit un instant. Puis elle murmura. « Ma mère m'a dit quelque chose avant de mourir. Elle m'a dit que la lumière d'un cœur pur ne s'éteint jamais. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'essaie de le croire. Parce que si je ne crois plus en ça, je ne sais pas ce qu'il me restera. » La rousse la fixa longuement. Puis elle détourna le regard, la mâchoire serrée. « T'es bizarre, toi. » Mais elle ne fut plus jamais hostile. Et quelques jours plus tard, Élise la surprit en train de partager son dessert, avec un petit garçon qui pleurait. Les mois passèrent, puis les années. Élise grandissait dans cet univers clos, gris, impitoyable. Mais elle refusait de devenir grise elle-même. Elle refusait de laisser l'abandon, la solitude, l'injustice éteindre ce que sa mère avait allumé en elle. Elle avait 10 ans quand elle comprit que personne ne viendrait la chercher, qu'aucune famille ne l'adopterait, qu'elle resterait là jusqu'à sa majorité. Mais même cette certitude ne brisa pas quelque chose en elle, parce que la lumière d'un cœur pur ne s'éteint jamais. Elle se le répétait chaque soir, comme une prière, comme un serment, et elle continuait d'avancer. À 18 ans, Élise franchit les portes de Sainte-Thérèse pour la dernière fois. C'était un matin de juillet, et le soleil brillait avec une ironie cruelle sur ce jour qui aurait dû être celui de la liberté, mais qui ressemblait davantage à une condamnation. Elle avait un sac à dos contenant quelques vêtements, 100 € d'aide de l'État et une adresse griffonnée sur un bout de papier, un foyer pour jeunes adultes où elle pourrait rester 3 mois, le temps de trouver un emploi et un logement. Madame Roussel, vieillie et plus voûtée qu'avant, lui avait serré la main avec une expression indéchiffrable. « Bonne chance, Élise. Tu es une fille bien. N'oublie pas ça. » Mais dans le monde réel, être bien ne suffisait pas. Le foyer était situé dans le 19e arrondissement, dans un quartier bruyant où les sirènes hurlaient la nuit et où les regards se détournaient par prudence. Sa chambre était minuscule, à peine plus grande qu'un placard, avec un lit étroit, une chaise et une fenêtre qui donnaient sur une ruelle sombre. Elle chercha du travail. Partout. Restaurants, supermarchés, boutiques, entreprises de nettoyage. Mais partout,
La même réponse. Vous n'avez pas d'expérience. Vous n'avez pas de diplôme. On vous rappellera. Personne ne rappelait jamais. Les 100 € fondirent en 2 semaines. Elle se nourrissait de pain rassis et de conserves périmées récupérées dans les poubelles des supermarchés. Elle maigrissait, ses cernes se creusaient. Mais elle ne baissait pas les bras. Le 3e mois arriva trop vite. Le responsable du foyer, un homme bedonnant au regard fuyant, vint frapper à sa porte. « Élise, ton temps est écoulé. Tu dois partir demain. » « Mais je n'ai nulle part où aller. » Il haussa les épaules, mal à l'aise. « Désolé, c'est le règlement. On a une liste d'attente. » Le lendemain, elle se retrouva dehors, avec son sac à dos, avec rien. Elle erra dans les rues pendant des heures, hébétée, incapable de comprendre comment elle en était arrivée là. Comment une vie pouvait basculer si vite, si complètement. La nuit tomba, il faisait froid pour un mois d'octobre. Elle trouva un recoin sous un pont, près du canal Saint-Martin, où d'autres sans-abri s'étaient installés. Elle s'assit contre le mur, serra ses genoux contre sa poitrine, et pour la première fois depuis la mort de sa mère, elle pleura. Elle pleura toutes les larmes qu'elle avait retenues pendant 11 ans. Toutes les injustices, tous les abandons, toutes les solitudes. « Maman », murmura-t-elle dans le noir, « je ne sais plus comment faire. Je suis fatiguée, tellement fatiguée. » Les semaines suivantes furent un cauchemar éveillé. Elle dormait où elle pouvait, sous des porches, dans des stations de métro, dans des parkings souterrains. Elle apprenait les codes de la rue, où trouver de la nourriture, où éviter d'aller, comment se faire invisible. Elle rencontra d'autres âmes perdues. Des hommes au regard éteint, des femmes brisées par la vie, des jeunes qui s'enfonçaient dans la drogue pour oublier. Certains lui parlaient, d'autres l'ignoraient. Quelques-uns essayèrent de lui faire du mal, mais elle apprit à se méfier, à courir vite, à se cacher. Un soir, alors qu'elle fouillait une poubelle derrière une boulangerie, elle croisa le regard d'une femme âgée qui sortait du magasin. La femme s'arrêta, la dévisagea longuement. Élise baissa les yeux, honteuse. « Attends » dit la femme. Elle disparut dans la boulangerie et revint quelques instants plus tard avec un sac en papier. « Tiens, ce sont des invendus, prends-les. » Élise leva les yeux surprise. La femme avait un visage doux, ridé par le temps, mais lumineux. « Merci » murmura Élise. La femme hésita, puis demanda « Comment tu t'appelles ?»« Élise. Quel âge as-tu ?»« 18 ans. » La femme soupira, les yeux embués. « Mon Dieu, tu es si jeune. Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Élise ne répondit pas. Elle ne savait pas par où commencer. Par son père, sa mère, l'orphelinat, la rue? La femme posa une main sur son épaule. « Écoute-moi bien, Élise, je ne sais pas ce que tu traverses, mais je vois dans tes yeux quelque chose que beaucoup ont perdu ici, de la lumière. Ne la laisse pas s'éteindre. Tu m'entends ? Ne la laisse jamais s'éteindre. » Élise sentit sa gorge se serrer. Ces mots, encore ces mots. « Ma mère me disait la même chose, murmura-t-elle. Elle disait que la lumière d'un cœur pur ne s'éteint jamais. » La femme sourit tristement. « Ta mère était sage, crois-la. » Puis elle partit, laissant Élise seule avec le sac de pain et un espoir fragile, presque douloureux. Mais les jours suivants furent encore plus durs. L'hiver approchait. Le froid devenait mordant. Élise tombait malade, toussant jusqu'à en avoir mal aux côtes. Elle pensait souvent à sa mère, à ses derniers mois, au cancer qui l'avait dévorée. « Et si je finissais comme elle ?» pensa-t-elle un soir, grelottante sous un carton humide. « Et si tout ce que j'avais essayé de préserver ne servait à rien ?» Elle ferma les yeux. Elle était au bord du gouffre, au bord de l'abandon total. Mais quelque part, très loin, une petite voix résistait encore. Pas encore, pas maintenant. Continue. Elle rouvrit les yeux, inspira profondément et décida, une fois de plus, de tenir jusqu'au lendemain. Parce que la lumière d'un cœur pur ne s'éteint jamais, même quand tout semble perdu. Le tournant arriva un matin de décembre, alors qu'Élise n'y croyait plus vraiment. Elle avait maintenant 19 ans, et cela faisait plus d'1 an qu'elle survivait dans les rues de Paris.
Son corps était devenu maigre, presque transparent, mais son regard n'avait pas changé. Il y avait toujours cette lueur, cette étincelle têtue que rien n'avait réussi à éteindre. Ce matin-là, elle était assise sur un banc près de la gare du Nord, observant le balai incessant des voyageurs pressés. Elle avait appris à lire sur leur visage, ceux qui évitaient son regard par gêne, ceux qui la fixaient avec mépris et ceux, plus rares, qui lui offraient un sourire ou une pièce. Une femme s'arrêta devant elle. La soixantaine, élégante, avec des cheveux gris coupés courts et des yeux vifs qui semblaient voir au-delà des apparences. « Bonjour », dit-elle simplement. Élise leva les yeux, surprise. Les gens ne disaient jamais bonjour. « Bonjour, madame », répondit-elle doucement. « Je m'appelle Clémence Morel. Je dirige une association qui aide les jeunes en difficulté à se réinsérer. Je t'ai vue ici plusieurs fois. Tu as l'air différente des autres. » Élise ne savait pas quoi répondre. Différente comment? Clémence s'assit à côté d'elle, ignorant le froid du banc. « Tu n'as pas ce regard éteint que j'ai l'habitude de voir. On dirait que tu te bats encore, que tu n'as pas renoncé. » Élise sentit une boule se former dans sa gorge. Personne ne lui avait parlé ainsi depuis si longtemps. « Je ne sais pas comment renoncer, » murmura-t-elle. « Ma mère m'a appris que la lumière d'un cœur pur ne s'éteint jamais. Alors j'essaie de la garder vivante. » Clémence la regarda longuement, intensément. Puis elle sortit une carte de sa poche. « Voici l'adresse de notre centre. On offre un toit, des repas, une formation professionnelle. Si tu veux changer ta vie, viens nous voir. Demain, 15 heures. » Élise prit la carte avec des mains tremblantes. « Pourquoi vous faites ça? » « Parce que j'ai été à ta place il y a très longtemps, et quelqu'un m'a tendu la main. Aujourd'hui, c'est mon tour de tendre la tienne. » Le lendemain, Élise se présenta au centre. C'était un bâtiment modeste mais chaleureux, dans le 11e arrondissement. On lui offrit une douche chaude, des vêtements propres, un vrai repas. Elle pleura en mangeant, incapable de retenir les émotions qui débordaient. On lui proposa une chambre partagée, une formation en cuisine, et surtout, on lui offrit quelque chose qu'elle avait perdu, de l'espoir. Les premiers mois furent difficiles. Se réhabituer à vivre entre quatre murs, à suivre des horaires, à faire confiance aux autres. Mais Élise s'accrochait. Elle apprenait vite. Elle aidait les autres résidents. Elle apportait cette douceur, cette lumière qu'elle avait toujours portée en elle. Clémence la prit sous son aile. Elle parlait souvent, le soir, autour d'un thé. « Tu sais ce qui te rend spéciale, Élise ?» lui dit un jour Clémence. « Ce n'est pas que tu n'as jamais failli. C'est que malgré tout ce que tu as traversé, tu n'es pas devenue amère. Tu n'as pas perdu ta capacité à aimer, à donner, à croire. » Élise baissa les yeux. « Il y a eu des moments où j'ai failli abandonner. Mais tu ne l'as pas fait. Et c'est tout ce qui compte. » À 22 ans, Élise obtint son diplôme de cuisine. Elle fut embauchée dans un petit restaurant du Marais, tenu par un chef bienveillant qui croyait en la seconde chance. Elle louait une petite chambre de bonne sous les toits, avec une fenêtre qui donnait sur les cheminées parisiennes. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à elle. Elle vivait modestement, mais dignement. Et surtout, elle vivait. Un jour, alors qu'elle rentrait du travail, elle croisa la vieille boulangère qui lui avait offert du pain des années auparavant. La femme la reconnut immédiatement. « Élise, mon Dieu, c'est bien toi !» Elles s'embrassèrent comme de vieilles amies. « Tu vas bien ?» demanda la boulangère, les yeux brillants. « Oui, grâce à vous en partie. Vous m'avez rappelé quelque chose d'important ce soir-là. »« Quoi donc ?»« Que la lumière d'un cœur pur ne s'éteint jamais, même dans les moments les plus sombres. » La boulangère sourit, émue. « Je savais que tu t'en sortirais. Je le voyais dans tes yeux. » C'est à cette époque qu'Élise rencontra Thomas. Il travaillait comme éducateur dans un foyer pour enfants. Ils se croisèrent lors d'une collecte de vêtements organisée par l'association de Clémence. Il avait un regard doux, une voix calme et quelque chose dans sa manière d'être qui rappela à Élise la bonté de sa mère. Ils parlèrent longuement ce jour-là.
et les jours suivants, et les semaines suivantes. Thomas ne posait pas de questions indiscrètes. Il écoutait. Il respectait son rythme. Et petit à petit, Élise s'ouvrit, raconta son histoire, ses cicatrices, ses peurs. « Tu es incroyable, lui dit-il un soir, alors qu'il marchait le long de la Seine. Après tout ce que tu as vécu, tu aurais pu devenir dur, fermé, mais tu es resté toi-même. » Élise sourit. « J'ai eu de bons guides, ma mère, des inconnus bienveillants, et une phrase que je me répète depuis que j'ai 7 ans. » Laquelle? Elle le regarda dans les yeux. « La lumière d'un cœur pur ne s'éteint jamais. » Thomas lui prit la main. « Alors ta lumière brillera toujours. » Et pour la première fois depuis très longtemps, Élise crut vraiment à l'avenir. Élise avait 25 ans le jour où elle épousa Thomas dans une petite mairie du 14e arrondissement. C'était une cérémonie simple, intime, avec pour seul témoin Clémence et quelques amis du centre d'aide. Pas de famille, pas de parents, juste des âmes qui s'étaient choisies. Elle portait une robe blanche achetée dans une friperie, mais elle rayonnait comme si elle portait la plus précieuse des robes de couture. Thomas la regardait avec une tendresse infinie, et quand il glissa l'alliance à son doigt, il murmura « Je te promets de protéger ta lumière, toujours. » Élise sentit les larmes couler sur ses joues, des larmes de joie, de reconnaissance, de libération. Toutes ces années de douleur, de solitude, d'errance, elle l'avait menée ici, à cet instant, à cet homme, à cette vie qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Ils s'installèrent dans un petit appartement à Montreuil, lumineux et chaleureux. Thomas continuait son travail auprès des enfants en difficulté, et Élise, elle, avait quitté le restaurant pour se lancer dans un projet qui lui tenait à cœur depuis longtemps. Avec l'aide de Clémence et quelques subventions, elle ouvrit une petite cantine solidaire près de l'orphelinat Sainte-Thérèse, un lieu où les enfants placés, les jeunes sortant du système, les sans-abri, pouvaient venir manger un repas chaud, gratuitement, sans jugement. Elle l'appela « La Lumière », en hommage à sa mère. Le premier jour d'ouverture, elle était terrifiée. Et si personne ne venait? Et si elle ne savait pas gérer? Et si elle échouait? Mais dès 11 heures, la file d'attente s'étendait dans la rue. Des visages marqués par la vie, des regards fatigués, des sourires timides. Élise accueillait chacun avec la même douceur, le même respect. « Bienvenue, installe-toi, tu es chez toi ici. » Elle servait elle-même, écoutait ceux qui voulaient parler, consolait ceux qui pleuraient. Elle reconnaissait dans chaque visage un fragment de sa propre histoire. Elle savait ce que c'était d'avoir faim, d'avoir froid, d'avoir l'impression d'être invisible. Un après-midi, une adolescente d'une quinzaine d'années entra, méfiante, le regard dur. Elle portait un sweatshirt trop grand et des baskets trouées. Élise reconnut immédiatement cette armure, celle qu'on enfile pour ne plus souffrir. « Tu veux manger quelque chose ?» demanda-t-elle gentiment. La fille haussa les épaules. « Ouais, pourquoi pas? C'est gratuit de toute façon. » Élise lui servit un plat généreux et s'assit en face d'elle. « Comment tu t'appelles ?»« Léa. »« Moi, c'est Élise. Tu viens de Sainte-Thérèse ?» Léa leva les yeux, surprise. « Comment tu sais ?»« J'y ai vécu, de 7 ans à 18 ans. » Le visage de Léa se transforma. La méfiance laissa place à quelque chose de plus vulnérable. « Sérieux? Et comment tu t'en es sortie ?» Élise sourit doucement. « En croyant à quelque chose que ma mère m'avait dit. Elle m'a dit que la lumière d'un cœur pur ne s'éteint jamais, même quand tout va mal, même quand on a l'impression que personne ne nous voit. Cette lumière, elle est là, et elle guide. » Léa baissa les yeux sur son assiette, la mâchoire serrée. « J'ai plus de lumière, moi. Elle s'est éteinte il y a longtemps. » Élise posa sa main sur la sienne. « Non, elle est juste cachée, mais elle est encore là. Je la vois. » Léa éclata en sanglots, et Élise la prit dans ses bras comme personne ne l'avait jamais fait, comme elle aurait voulu qu'on le fasse pour elle, autrefois. Les mois passèrent. La lumière devint plus qu'une cantine. C'était un refuge,
un lieu de rencontre, un endroit où l'humanité reprenait ses droits. À 27 ans, Élise donna naissance à son premier enfant, une petite fille aux grands yeux bruns qu'elle appela Marguerite, en hommage à sa mère. Puis vinrent deux autres enfants, Léo et Emma. Thomas et elle élevaient leurs enfants dans l'amour, la simplicité et surtout dans la conscience que rien n'était dû, que la vie était fragile, que la bonté était un choix. Chaque soir, avant de coucher les enfants, Élise leur racontait une histoire, pas toujours des contes de fées. Parfois, elle leur racontait la sienne, celle d'une petite fille qui avait tout perdu, mais qui avait refusé de perdre son cœur. « Maman, demanda un jour Marguerite, pourquoi tu nous racontes toujours ces histoires tristes ?» Élise caressa les cheveux de sa fille. « Parce que je veux que vous sachiez que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de la lumière, et que cette lumière, c'est vous qui la portez. La lumière d'un cœur pur ne s'éteint jamais, ma chérie. N'oublie jamais ça. » Les années passèrent, la lumière grandit. D'autres bénévoles rejoignirent Élise. Léa, l'adolescente qu'elle avait rencontrée, devint l'une de ses plus fidèles collaboratrices. Elle avait trouvé sa voie, aider les autres comme Élise l'avait aidée. Un jour, alors qu'Élise avait 35 ans, elle retourna à l'orphelinat Sainte-Thérèse. Madame Roussel était partie à la retraite, remplacée par une nouvelle directrice plus jeune, plus bienveillante. Élise demanda à visiter la chambre 14. On la lui accorda. Elle entra dans cette petite pièce où elle avait passé 10 années de sa vie. Les murs avaient été repeints, les lits changés. Mais l'essence du lieu restait la même. Elle s'assit sur le rebord de la fenêtre, là où elle s'asseyait autrefois, et regarda la cour en contrebas. Elle pensa à cette petite fille de 7 ans qui était arrivée ici, brisée, terrifiée, perdue. « Je l'ai fait, maman, murmura-t-elle. J'ai tenu ma promesse, je ne l'ai jamais laissée s'éteindre. » Elle sentit une présence douce, invisible, comme un souffle de vent. Et elle sut que quelque part, d'une manière ou d'une autre, sa mère l'entendait. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Élise trouva ses 3 enfants en train de jouer dans le salon. Thomas préparait le dîner en fredonnant. La vie était simple, imparfaite, mais belle. Elle s'assit au milieu de ses enfants et les serra contre elle. « Je vous aime, leur dit-elle. »« On t'aime aussi, maman, » répondirent-ils en chœur. Et dans ce moment de tendresse ordinaire, Élise comprit quelque chose de profond. La plus grande victoire n'était pas d'avoir survécu, c'était d'avoir transformé sa douleur en amour, son abandon en présence, ses cicatrices en sagesse. La lumière d'un cœur pur ne s'éteint jamais. Elle avait traversé les ténèbres, elle avait connu la faim, le froid, la solitude, le désespoir, mais elle avait choisi chaque jour de rester humaine, de rester douce, de rester elle-même. Et cette lumière qu'elle portait, elle la transmettait maintenant à ses enfants, aux jeunes qu'elle aidait, à tous ceux qu'elle croisait. C'était son héritage, celui que sa mère lui avait laissé, et il brillerait, encore et encore, bien au-delà d'elle, pour toujours. La lumière d'un cœur pur ne s'éteint jamais. Elle traverse les tempêtes, les nuits les plus sombres, les abandons les plus cruels. Elle survit, elle grandit, et elle éclaire le chemin de ceux qui, un jour, auront besoin de croire qu'il est encore possible d'aimer, de pardonner et de recommencer. PIP. Élise avait tenu sa promesse, transformant chaque cicatrice en sagesse, chaque larme en lumière pour ceux qui en avaient besoin. Mais ce qui s'est passé ensuite dépasse tout ce qu'elle aurait pu imaginer, car la lumière qu'elle portait allait toucher des centaines de vies brisées, créant une chaîne d'amour qui traverserait les générations. Si cette histoire vous a ému, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de croire encore. Laissez un commentaire en nous disant quelle phrase vous a le plus marqué. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui transforment les cœurs. Et surtout, n'oubliez jamais, la lumière d'un cœur pur ne s'éteint jamais, même dans vos propres tempêtes.